Mesdames et messieurs, bonsoir. Heureux de vous retrouver pour cette édition de 22 heures. Voici les titres. Le président de la République regagne le pays à l'issue du sommet de l'ATMIS à Kampala. Autre actualité nationale, séance d'information et de sensibilisation sur les métiers de la santé destinés aux élèves de terminale. Ensuite, pour les actualités internationales au Kenya, le codage informatique enseigné aux enfants. C'est ce que nous allons voir dans ce journal de 22 heures, mesdames et messieurs. Le journal au complet, à présent mentionné dans le titre, le président de la République, son Excellence El Hadj Ismaïla Omar Guelleh, a regagné le pays ce jeudi soir à l'issue de sa participation au sommet d'un jour des pays contributeurs de la mission africaine de transition en Somalie. Sommet dédié à l'évaluation de l'appui que l'ATMIS apporte à la Somalie. Cette réunion a essentiellement débouché sur deux résolutions phares. Le premier point porte sur la planification d'une mise en œuvre efficiente du retrait graduel annoncé de l'ATMIS sur le territoire somalien. Il s'agit là d'une résolution adoptée surtout en vue de prévenir le risque hautement préjudiciable à la sécurité de la Somalie d'un retrait désordonné non coordonné. Le second point adopté porte sur la concession d'un appui multiforme de l'ATMIS à la Somalie afin que ce pays puisse acquérir d'ici fin décembre 2024, date prévue de retrait définitif de cette dernière en Somalie, toutes les dispositions nécessaires à la protection et à la sécurisation de l'ensemble des biens et des personnes installées sur toute l'étendue de son territoire. Le président djiboutien a pris part à ce sommet qui eut lieu à Kampala aux côtés des dirigeants à la tête des pays contributeurs de l'ATMIS, dont le président ougandais, M. Yoweri Museveni, le président kényan, M. William Ruto, le président burundais également, M. Evariste, et le président somalien, M. Hassan Sheikh Mohamoud. L'Éthiopie a été représentée à ce sommet de l'ATMIS par son vice-premier ministre, M. Demeke Mekonnen. Outre sa participation aux travaux de ce sommet, le président Guelleh mit à profit son déplacement à Kampala, capitale ougandaise, pour s'entretenir en marge avec plusieurs de ses homologues, chefs d'État et de gouvernement des pays contributeurs de l'ATMIS. Au chapitre des rencontres en aparté, le président de la République a également reçu en audience des hauts responsables à la tête des institutions régionales et continentales, dont le chef de la mission africaine de transition en Somalie, M. Mohamed El-Amin Soueif. Ensuite, le président de la République, son Excellence M. Ismaïla Omar Guelleh, a pris part ce matin à Kampala, capitale de l'Ouganda, aux travaux du sommet des chefs d'État et de gouvernement des pays contributeurs de la mission africaine de transition en Somalie, connue dans son acronyme ATMIS. Les principales thématiques à l'ordre du jour de ce sommet de l'ATMIS étaient l'évaluation du niveau d'appui que l'ATMIS apporte à la Somalie, l'objectif étant de permettre à l'armée somalienne de prendre le relais vers d'ici la fin de l'année. On écoute ce reportage. Le président de la République, son Excellence M. Ismaïla Omar Guelleh, a pris part ce matin à Kampala, capitale de l'Ouganda, aux travaux du sommet des chefs d'État et gouvernement des pays contributeurs de la mission africaine de transition en Somalie, connue sous l'acronyme ATMIS. Les principales thématiques à l'ordre du jour de ce sommet de l'ATMIS sont l'évaluation du niveau d'appui que l'ATMIS apporte à la Somalie. L'objectif étant de permettre à l'armée somalienne de prendre le relais d'ici la fin de l'année 2024. La mise en œuvre du retrait progressif de forces de l'ATMIS dans un premier contingent de 2000 hommes quittera ce pays en juin 2023 pour laisser la place aux forces armées somaliennes, lesquelles vont prendre le règne pour assurer la sécurité et maintenir une paix durable dans leur pays. Le rôle d'élaborer un inventaire des problèmes cruciaux qui découlent de cette décision, notamment la question relative aux modalités pratiques et le processus de mise en œuvre du retrait annoncé de l'ATMIS, sera entre autres au cœur de discussions de chefs d'État et gouvernement de pays contributeurs de l'ATMIS. Il est à noter que les pays de l'ATMIS souhaitent que la réduction de leur effectif sur le terrain soit indexée sur le principe d'une revue de la baisse de champs d'action, d'intervention et de sécurisation placés sous leur contrôle respectif. Avec un effectif de près de 1700 soldats repartis au sein de forces de transition de l'Union africaine ATMIS, les forces armées djiboutiennes sont déployées dans les régions les plus vastes de ce pays pour maintenir la sécurité et instaurer notamment une paix durable. Plus qu'un partenaire et un voisin, la République de Djibouti est un allié indispensable pour la Somalie.
En effet, les deux pays partagent des liens séculaires forgés par l'histoire, la culture, la langue et la proximité géographique. Le président de la République, son Excellence M. Ismail Omar Guelleh, n'a jamais cessé d'apporter un soutien considérable pour mettre en place une paix durable en Somalie et combattre le groupe terroriste Al-Shabaab en vue d'instaurer un état de droit sur toute l'étendue du territoire de ce pays frère qu'est la Somalie. Ce sommet intervient dans un moment crucial pour la Somalie. Selon le pays membre de la force de l'ATMIS, la force des armées somaliennes est assez solide pour prendre la sécurité de leur pays en main. Awa Abdi, Kampala, capitale de l'Ouganda. En marge du sommet des pays contributeurs de la mission africaine de transition, le président de la République, son Excellence M. Ismail Omar Guelleh, a reçu à son résidence le représentant spécial en Somalie et chef de la mission de transition de l'Union africaine, M. Mohamed Al-Amin Soueif. Au cours de l'entretien entre le chef de l'État et le représentant, plusieurs sujets ont été abordés, notamment l'importance du sommet dédié à l'évaluation du niveau d'appui que l'ATMIS apporte à la Somalie, l'évaluation de l'action et la réalisation de la force membre de l'ATMIS dans le maintien de la paix, la question relative aux modalités pratiques et la mise en œuvre en vue du retrait annoncé par l'ATMIS d'ici l'année prochaine 2024. Les discussions ont ensuite été étendues à la situation actuelle en Somalie et les efforts entrepris par les forces de l'armée somalienne et l'état d'avancement du combat engagé sur plusieurs fronts par ce pays frère en vue de restaurer son autorité pleine et entière sur toute l'étendue de son territoire, mais aussi combattre les terrorismes. Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, M. Mahmoud Ali Youssouf, l'ambassadeur de la République de Djibouti auprès de la République du Kenya, M. Yassine Ilmebouh, et l'ambassadeur de la République de Djibouti auprès de la République démocratique et fédérale d'Éthiopie et le représentant permanent de notre pays auprès de l'Union africaine, M. Abdi Mahmoud Haïbé, ont pris part à cette audience. On écoute à présent la réaction du représentant spécial en Somalie et chef de la mission de transition de l'Union africaine, M. Mohamed El-Amin Soueif. C'est un honneur, un privilège d'être reçu ce matin par le président de la République de Djibouti, qui est un grand ami du continent africain. Il a beaucoup œuvré pour qu'il y ait beaucoup plus de paix, de sécurité dans la région, la Corne de l'Afrique. Donc, en tant que nouveau chef de mission de l'Union africaine en Somalie, je suis venu m'entretenir avec lui et puis lui faire le point sur la situation. Vous savez que nous sommes à Kampala aujourd'hui pour participer à un sommet consacré sur ATMIS et puis la sécurité en Somalie. Donc c'est une bonne occasion d'abord de le remercier et puis féliciter le gouvernement et le peuple djiboutien pour les efforts qu'ils consentent toujours pour la paix en Somalie. Le contingent djiboutien joue un rôle important dans ce pays frère et ami. Grâce aux efforts des pays de la région, notamment Djibouti, Burundi, l'Éthiopie, le Kenya et l'Ouganda, aujourd'hui nous avons un État qui marche. Toute mission de maintien de la paix a un début et doit en avoir une fin. Donc c'est vrai, il y a le retrait qui est programmé au mois de juin, fin juin. Donc il y a eu des discussions très pertinentes et puis nous avons un calendrier de retrait. Et puis deuxième phase, c'est entre septembre et décembre. Là, on va faire une évaluation conjointe de tous les pays contributeurs. Aux États-Unis, l'ambassadeur de la République de Djibouti auprès des États-Unis a effectué, au nom des ambassadeurs de l'IGAD, une déclaration à New York, mettant à la lumière les événements actuels au Soudan. Voici l'ambassadeur avec Sénateur Saïd Yassine. I have the honor to make this statement on behalf of the IGAD ambassadors here in New York. J'ai l'honneur de faire cette déclaration au nom des ambassadeurs de l'IGAD, ici à New York. À la lumière des événements actuels au Soudan, le groupe d'ambassadeurs des États membres de l'autorité intergouvernementale pour le développement à New York souhaite déclarer ce qui suit. Le groupe note avec préoccupation le conflit en cours au Soudan qui a entraîné des pertes civiles et des destructions des biens et exhorte les dirigeants des partis à écouter l'appel à cesser immédiatement et sans condition les hostilités et à désamorcer les tensions pour donner une chance à la paix conformément aux résultats de la 40e Assemblée
l'Assemblée extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement qui s'est tenue virtuellement le dimanche 16 avril 2023. Il rappelle également la communication du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine lors du 1149e réunion tenue le 16 avril 2023 sur la situation au Soudan. Le groupe souligne la position de l'Union africaine sur la situation actuelle au Soudan et la nécessité pour les parties d'embraser rapidement une solution pacifique à un dialogue inclusif pour résoudre leurs différends afin de promouvoir la stabilité et de respecter les souhaits du peuple soudanais en faveur de la restauration de la démocratie, de la constitutionnalité, de l'État, des droits et de la liberté, ainsi que le rejet de toute ingérence étrangère dans les affaires intérieures du Soudan. Le groupe appelle tous les acteurs et partenaires à s'allier derrière l'effort de médiation régionale et à apporter un soutien maximal pour faciliter la visite à Khartoum de 3 chefs d'État, le président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh de Djibouti, le président William Ruto du Kenya et le président Salva Kiir du Sud-Soudan, qui sont prêts à lancer des pourparlers entre les parties dès que les conditions de sécurité le permettent. Le groupe se facilite de l'annonce d'un trêve humanitaire de 3 jours en réponse à l'appel du secrétaire général de l'ONU à l'occasion de l'Eid el-Fitr. Il se réjouit également de la trêve nationale de 112 heures négociée par les États-Unis qui a débuté hier à minuit pour permettre un accès humanitaire sans entrave à la population civile. Nous espérons que les parties respecteront la trêve et travailleront de bonne foi avec les médiateurs pour négocier et conclure une trêve permanente dès que possible. To negotiate and conclude a permanent ceasefire as soon as possible. Dans les actualités nationales, les invités officiels du Salon du Livre de Djibouti, conduit par Madame la ministre de la Jeunesse et de la Culture, le docteur Hibo Moumin Assowe et son homologue de l'information, de la culture et du tourisme de la Somalie, M. Daous Awis Jama, ont été introduits auprès du Premier ministre en cette fin de matinée pour donner suite à la cérémonie dédiée à la célébration nationale de la journée mondiale du livre qui s'est déroulée à la Bibliothèque nationale. Un événement marqué essentiellement par l'organisation du Salon du Livre de Djibouti qui prône la promotion de la lecture qui a permis l'exposition de surcroît de stands dédiés à la création locale tout en produits artisanaux que touristiques. Cette rencontre s'est tenue en présence du chef du cabinet, M. Ali Silaï, et des ambassadeurs du livre somali, afar et arabe, enseignants de lettres et auteurs reconnus et respectés dans notre région. Les échanges ont généralement porté sur l'ethnologie et la singularité linguistique de nos langues maternelles ainsi que sur les équipements de la Bibliothèque nationale, les conventions et partenariats ainsi que les différentes recommandations. Ensuite, le président de l'Assemblée nationale, M. Dilleta, Mohamed Dilleta, a reçu en audience ce jeudi 27 avril 2023 dans le salon d'honneur de l'hémicycle une délégation de la direction de l'Institut national de la statistique. La première vice-présidente de l'Assemblée nationale, Mme Sefi Elmi Djibril, le deuxième vice-président du Parlement, l'honorable Omar Ahmed Baïs, le secrétaire général Ismail Goulal Boudine et le directeur du cabinet du président, M. Idriss Mohamed Ahmed, en préparent à la rencontre. Conduite par M. Ibrahim Abdi Hadi, directeur général de l'Instad, la mission était composée des cadres de l'Institut et d'un consultant international, en l'occurrence M. Barkhale Abdullahi Miguel, le directeur général adjoint de l'Instad, Ahmed Abdullah Ousmane, le responsable de la communication, du recensement et enfin de M. Issa Kamel Youssouf, cartographe de l'Instad. Il va nous permettre de pouvoir cartographier chaque structure, chaque ménage, chaque immeuble, et cela nous permettra de faire une base de sondage qui est très importante et nous permettra, Inch'Allah, dans les prochaines missions de ces recensements, qui est le dénombrement final, va nous permettre de pouvoir mener à bien cette mission. Sous la présidence conjointe des honorables Kaltoum Farah Saïd et Shermarke Moussa Arre, la commission de la législation, de l'administration générale et des droits humains, élargie à la commission des finances, de l'économie générale et du plan, s'est penchée sur l'analyse du projet de loi instituant la fonction de l'audit interne dans les institutions publiques. Cette séance de travail a vu la participation des parlementaires, membres et non-membres des commissions précitées. Le gouvernement était représenté par le ministre de l'économie et des finances chargé de l'industrie, son Excellence M. Ilyas Moussa Dawale. Au terme des échanges, les commissaires ont approuvé la transmission en séance publique de corpus examinés en y incluant au préalable des propositions d'amendement.
Le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, en collaboration avec le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, l'Institut supérieur des sciences de la santé de Djibouti a organisé ce matin une journée de sensibilisation aux professions de santé en faveur des élèves de la classe de terminale. Cette cérémonie de sensibilisation a vu la participation du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, le Dr Nabil Mohamed Ahmed, mais également le ministre de l'Éducation nationale, M. Mustafa Mohamed Mahamoud, la directrice de l'ISS, Manadira Abdallah, ainsi que le cadre de ces deux ministères. L'objectif à travers cette sensibilisation était de rappeler aux élèves de terminale les filières que l'Institut supérieur des sciences de la santé djiboutienne offre durant ses cursus supérieurs. L'Institut a pour mission de continuer à fournir aux structures de santé du pays des professionnels qualifiés qui sont en mesure de répondre aux besoins de développement du système national de santé. Ensuite, le ministre de l'Éducation nationale, M. Mustafa Mohamed Mahamoud, a félicité l'excellente collaboration de deux ministères qui se renforcent dans tous les domaines. On écoute le ministre. C'est vrai que vous êtes à une période où vous posez beaucoup de questions. Vous voulez vraiment savoir ce que vous allez devenir ou quel type de formation vous allez suivre après le baccalauréat. Et je pense que c'est une opportunité, c'est une occasion. Le fait que le centre ou l'Institut supérieur de santé est venu vous voir. Les formateurs sont venus certainement vous expliquer un certain nombre d'informations que vous avez besoin. Et après, bien sûr, c'est à vous de décider s'il faut vraiment aller dans cette voie-là ou dans celle-ci. Bien sûr, d'abord avant tout, cette forte volonté politique du président de la République, cette détermination, ce courage de dire oui, je suis capable de donner à mes enfants un enseignement supérieur à Djibouti. Et là, quand la décision elle a été prise, machallah, là aujourd'hui on voit le fruit, nous récoltons rien que par exemple le recrutement des enseignants, parce que nous recrutons chaque année à peu près 400 jusqu'à 500 enseignants, le bassin est là. Et nous avons à peu près 3000 et quelques jeunes universitaires qui sortent, et ça c'est très important. C'est-à-dire que nous avons une ressource djiboutienne de qualité qui est disponible et qui d'ailleurs prennent leur relais pour vous former et que vous aussi vous formiez à votre tour une fois que vous finissez l'enseignement supérieur. C'est une fierté et vraiment je pense qu'il faut se féliciter sur cela. Nous avons avec nous une équipe de l'Institut qui vont donc vous donner l'information. Inch'Allah, n'hésitez pas à poser également un certain nombre de questions. C'était au tour du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, le Dr Nabil Mohamed Ahmed, d'exprimer sa joie d'avoir participé à cette importante journée de sensibilisation. Voici son intervention. C'est un relais, comme une course de relais, et vous êtes les champions de cette course de relais grâce à la formation que vous avez de qualité à l'éducation nationale, et on espère que les meilleurs vont donc rejoindre l'Institut des sciences de la santé. Alors, l'Institut des sciences de la santé, pourquoi? Vous savez, avec le Covid, je vous assure, et ce n'est pas se jeter de fleurs, c'est que Djibouti fait partie des rares pays africains où le personnel médical, que ce soit médecin ou infirmier ou sage-femme, etc., c'était tous des Djiboutiens. On n'a pas eu besoin de personnes étrangères. Et pourquoi? C'est parce que le pays, notre président de la République, a investi sur des structures de formation, de santé, à la hauteur donc des problèmes et des attentes que nous a du futur. Donc, le travail qui a été fait au ministère de l'Enseignement supérieur, et là je salue le travail qui a été fait par Madame Nadira, c'est de chercher des partenariats de très haut niveau. Alors aujourd'hui, l'Institut des sciences de la santé vous offre la possibilité de faire des licences, mais pas que, des masters et Inch'Allah des doctorats. Donc, c'est des métiers d'avenir. Vous pouvez travailler à Djibouti ou à l'étranger, si vous le souhaitez par la suite, parce que la formation de qualité et les diplômes que vous allez avoir sont des diplômes de très haut niveau. Ils sont en partenariat avec des institutions et des universités de très grande qualité. Je voulais un peu vous passer ce message pour vous encourager,
créer des vocations si c'est possible, et surtout vous informer sur ce que vous voulez devenir et ce pourquoi vous vous destinez. Encore une fois, je remercie mon collègue ministre de nous avoir associés aujourd'hui, ce matin, à cette discussion. Et on reste bien sûr disposés, nos équipes restent disposées à répondre à toutes vos questions. Elles sont légitimes parce que c'est votre avenir. Choisissez bien et bienvenue à l'ISS. C'est dans le cadre de la mise en œuvre du projet de gestion intégrée des ressources en eau, financé conjointement par le FIDA et le gouvernement de Djibouti, que le MAEP et l'ADDS ont procédé en ce jeudi 27 avril 2023 la signature d'une convention de partenariat. Cette cérémonie de signature de la dite convention s'est tenue dans les locaux du MAEP en présence du ministre Mohamed Ahmed Awale, le secrétaire général du ministère M. Ibrahim Elmi, le coordinateur M. Ibrahim Mohamed ainsi que le directeur général de l'ADDS M. Mahdi. La signature de cette convention s'inscrit dans la vision du chef de l'État qui accompagne et encourage incessamment les pratiques en faveur du développement des communautés rurales vulnérables à travers l'autonomisation de cette dernière sur le plan économique dans plusieurs programmes initiés par le MAEP avec les partenariats au développement dans celui de programme de gestion intégrée. Qui tombe bien nommé parce que c'est dans ce contexte de sécheresse, c'est un projet qui va toucher beaucoup le secteur de l'eau, de l'élevage, etc., surtout dans ce contexte actuel. Et dans ce cadre-là, donc, nous venons appuyer ce projet-là et nous allons créer des activités génératrices de revenus tout dans beaucoup de domaines, en s'inspirant de l'appui de nos collègues du ministère de l'Agriculture qui sont beaucoup plus expérimentés que nous dans beaucoup de domaines, dans la filière du lait, l'apiculture, dans la production de miel, etc. Donc ils ont beaucoup d'experts, mais nous allons organiser la communauté, nous allons créer des activités génératrices de revenus et tout ça, ça permettra de réduire la pauvreté dans les milieux. Ensuite, voici les propos du ministre de la Culture, M. Mohamed Ahmed Awale. Cet accord que vient de signer le directeur général de l'ADDS ainsi que le secrétaire général du ministère de l'Agriculture consiste à la mise en œuvre d'activités génératrices de revenus d'un montant de 140 millions de francs Djibouti qui consistera à la transformation des produits laitiers, au développement de l'apiculture en République de Djibouti, à la formation de plantes médicinales et aromatiques, ainsi que des ateliers de confection d'habits et d'artisanat. Je suis heureux que dans le cadre de ce partenariat, l'ADDS puisse mettre en œuvre, selon sa mission, ces activités génératrices de revenus. Merci. Autre nouvelle de ce journal, le ministre délégué chargé de la décentralisation a reçu ce matin une forte délégation chinoise composée du maire de la ville de Yongzhou, M. Chen Ailin, qui est en visite de travail à Djibouti. Le ministre de la décentralisation et le maire de la ville de Yongzhou ont évoqué sur les voies et moyens de renforcer les relations entre les deux villes dans les différents domaines. Les deux parties ont également discuté sur la coopération de la décentralisation et comment mettre en place une bonne coopération de la décentralisation entre la Chine et Djibouti en général et entre Djibouti et la ville chinoise Yongzhou. C'est au tour du maire de la ville de Djibouti, M. Saïd Daoud Mohamed, de recevoir ce matin à la mairie de Djibouti la forte délégation chinoise conduite par le maire de la ville de Yongzhou, M. Chen, qui effectue une visite de travail à Djibouti. La délégation chinoise a été accueillie chaleureusement à son arrivée par le maire de la ville, M. Saïd Daoud Mohamed, en présence du ministre de la décentralisation et des responsables de la mairie de Djibouti. Suite à l'accueil chaleureux, une réunion de travail a été tenue à la salle de réunion de la mairie où
Il a été prononcé des discours officiels où prenant la parole d'ouverture le ministre de la décentralisation, M. Kassim Haroun Ali, qui a souhaité la bienvenue au maire de la ville de Yangzhou et sa délégation et a exprimé également sa satisfaction de voir la ville de Djibouti jumelée avec la ville de Yangzhou. Intervenant à son tour, le maire de la ville de Djibouti, outre l'accueil chaleureux adressé à son homologue et à sa délégation, le maire a remercié les personnalités qui ont œuvré à la réussite de ce jumelage, entre autres son Excellence l'ambassadeur de la République de Djibouti en Chine, M. Abdullahi Miguel, et son Excellence l'ambassadeur de la République populaire de Chine, M. Hu Bin. M. Chen Eilin a déclaré que les deux villes peuvent coopérer dans plusieurs domaines tels que le développement des échanges, la coopération dans les domaines de l'éducation, de la culture, du tourisme, de l'économie et du commerce, mais aussi de l'amélioration urbaine du transport en commun. Partie de la coopération en matière de notre pays. Je souhaiterais le grand succès pour la coopération de deux villes pour renforcer élargir la coopération de notre pays. La mairie de la ville de Djibouti est honorée par une très forte délégation chinoise qui est conduite par le maire de la ville de Yangshu, qui sont venus pour deux objectifs. De venir rencontrer la municipalité et renforcer la coopération décentralisée qui a abouti à une signature de jumelage entre les deux villes, la ville de Djibouti et la ville de Zanjou, qui va renforcer la coopération entre les deux pays. Et maintenant, nous allons renforcer la coopération entre les deux villes. Ça a débuté ce mardi 25 mars, le séminaire de lancement du réseau de recherche internationale de la Grande Muraille Verte. C'est clôturé hier dans l'après-midi au Kempinski Palace sous l'égide du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Ce séminaire a regroupé pendant 2 jours les acteurs clés de la mise en œuvre du projet de la Grande Muraille Verte, notamment à partir de 150 chercheurs venus de 7 pays sur les 11 pays concernés par la Grande Muraille Verte. L'objectif de ce séminaire consistait à associer la recherche et d'impliquer les chercheurs à cette noble initiative africaine de la Grande Muraille Verte afin de combler les lacunes en données climatiques. Ce séminaire a permis également à la communauté scientifique à désigner M. Oumarou Malam, coordinateur du réseau de recherche internationale de la Grande Muraille Verte. Après 2 jours d'intenses concertations entre les parties prenantes, une représentation de Reset GMV a lu devant l'Assemblée la déclaration qui a été adoptée lors de ce séminaire. Le Dr Abdrahman Dahir, directeur de l'Institut des sciences de la vie du CERD, nous a témoigné dans une interview que Djibouti est honoré d'abriter le lancement du réseau de recherche internationale de la Grande Muraille Verte. Notre équipe sur place a pu recueillir les réactions du chef du service de l'agence panafricaine de la Grande Muraille Verte et le directeur de recherche de l'IRD. On écoute ses dires. Pourquoi donc nous nous sommes réunis pendant ces 2 ans et donc la rencontre a été très fructueuse. Il y a eu des échanges qui ont permis en tout cas de faire un diagnostic d'abord par rapport à ce qui a été fait en matière de recherche jusqu'à présent et de pouvoir lancer de nouvelles bases de partenariat. Et ce qui ressort de cet atelier, c'est qu'aujourd'hui, nous avons senti le besoin de faire une recherche en synergie, de mutualiser nos efforts, en tout cas pour pouvoir répondre aux exigences de la Grande Muraille Verte. Donc le résultat de ce séminaire, c'est qu'on est arrivé à une déclaration en fait, de principe sur l'engagement de la communauté des chercheurs et également sur l'engagement des acteurs qui sont des acteurs de terrain. Ce sont les agences donc, de la Grande Muraille Verte, les services techniques de l'État, ce sont des bailleurs. C'est aussi des engagements sur le plan politique. On a eu un soutien vraiment très fort de la part du gouvernement djiboutien, puisque cet événement a été placé sous le haut patronage du Premier ministre et l'égide du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, que je remercie ici, parce que c'est vraiment un soutien très fort que nous avons reçu. Et cette déclaration, nous espérons qu'elle va être portée au plus haut niveau. Et puis nous nous sommes engagés à travailler, en tout cas dans le cadre de la GMV, dans les différents pays de la GMV et en particulier pour Djibouti.
Ensuite, on a écouté la réaction du directeur général du CERD, le Dr Jaloudine Wahed, qui a dressé le bilan de ce séminaire de 2 jours sur l'ensemble du réseau de recherche de la Grande Muraille Verte. On écoute ses propos. De ces 2 journées de travaux, dans le cadre de la Grande Muraille Verte, qui va du Sénégal à Djibouti, passant par différents pays, Djibouti a eu l'honneur d'accueillir 7 pays avec l'IAE, l'Institut de recherche et de développement en France, qui coordonne ce travail-là et qui est aussi l'initiative avec ses partenaires nationaux, Djibouti y compris, de la mise en place et le lancement donc, en fait, aujourd'hui de ce réseau de recherche internationale, appelé RISET. Les travaux donc ont tourné autour de comment ce réseau va se mobiliser afin de pouvoir répondre aux besoins de la Grande Muraille Verte. Laquelle Grande Muraille Verte, en fait, c'est un concept qui vise principalement à permettre à la population rurale, locale, d'être plus résiliente face à tous ces différentes masses aujourd'hui qui frappent la planète et les différentes régions, en particulier cette région du Sahel, sud du Sahara. C'est que nous sommes arrivés à dégager un certain nombre d'axes prioritaires globaux dans le domaine de la recherche scientifique afin que les travaux puissent commencer dès que possible. L'Agence nationale pour les personnes handicapées, l'ANPH, a organisé une signature de partenariat avec la Commission nationale des droits de l'homme. L'événement a eu lieu dans la salle de réunion de l'ANPH à Harare. L'accord est une étape importante vers l'amélioration des droits et du bien-être des personnes handicapées dans le pays. Ce partenariat entre les deux organisations facilite les efforts communs visant à promouvoir et à protéger les droits des personnes handicapées en veillant à leur participation égale à tous les aspects de la société. La cérémonie de signature a été présidée par le directeur de la nationale handicapé, M. Al Saïd Mahmoud, et le président de la CNDH, M. Ali Soubane Até, mais aussi des représentants des 2 organisations respectives, ainsi que les parties prenantes et les personnes de la communauté des personnes handicapées. Cette signature d'accord est une étape cruciale dans la lutte pour les droits des personnes handicapées dans le pays. C'est une démonstration claire de l'engagement du gouvernement à garantir que les personnes handicapées soient traitées de manière équitable. On écoute à présent les propos du président de la Commission nationale des droits de l'homme, M. Ali Soubane Até. Il n'y a pas de développement sans l'inclusion des personnes handicapées. Beaucoup de progrès ont été faits. Je félicite le directeur général de l'Agence nationale qui a vraiment œuvré à faire en sorte que les personnes handicapées se sentent au mieux de notre société, qu'ils puissent bénéficier de tous les soutiens nécessaires à travers l'octroi des matériels, des fauteuils, des moyens nécessaires à l'épanouissement. Nous allons continuer à œuvrer à ce que personne ne soit laissé de côté pour parvenir à une société inclusive. J'appelle aussi, et c'est notre rôle de veiller à la sensibilisation du grand public et des décideurs, à ce que les acteurs privés et les autres catégories de la société prennent en compte les besoins des personnes handicapées en facilitant notamment l'accès des bâtiments administratifs, en facilitant l'intégration dans le secteur de l'emploi et à tous les niveaux de notre société pour vraiment parvenir à une société inclusive au mieux. Donc, à travers ces partenariats, nous allons veiller à ce que ce qui reste du chemin à parcourir, nous le faisions ensemble. Nous continuerons à suivre les progrès qui seront réalisés dans ce domaine et nous serons partie prenante, nous serons toujours à vos côtés. Sport à présent, les jeunes athlètes djiboutiens en formation à l'École nationale des sports d'études d'Ali Sebier y participent à travers la qualification des 3 de ces jeunes issus de ce même centre d'excellence d'Ali Sebier
Comme il est d'usage lors des grandes organisations sportives internationales ou continentales, le secrétaire d'État chargé des sports a mis tous les moyens nécessaires pour faciliter la participation des athlètes à ces championnats des jeunes talents africains. Les athlètes djiboutiens participants sont Mourtar Idriss Amria qui participera aux 1500 mètres, Wabri Iga Hussein qui participera également aux 1500 mètres et Fatih Moussa Roble qui participera aux 400 mètres au moins de 18 ans. Nous leur souhaitons bonne chance dans leurs disciplines respectives. Ce mercredi 26 avril 2023, dans le cadre des activités de la première édition du Salon du Livre organisé par le ministère de la Jeunesse et de la Culture, les départements de la Bibliothèque et des Archives nationales ont abrité une conférence sur le thème de la poésie. Cet échange avait pour but d'initier les jeunes à l'art de la poésie, aussi bien en français que dans les langues maternelles telles que de ce fait. Cette conférence a vu la participation de 7 auteurs tels que Mohamed Ahmed, M. Youssef Hassan, le docteur Fatouma Mahamoud, Saïd Salah, mais aussi M. Shahim Wata, Moussa Kako et Souhaib Ali, venus partager leur expérience et leur savoir-faire avec les jeunes intéressés à travers une brève initiation à la poésie traditionnelle et une explication de l'importance de la transmission orale et écrite de celle-ci. Cette conférence a donné suite à une série de questions-réponses avec le jeune public principalement originaire des régions d'El Issabieh et de Demerjo qui ont démontré leur intérêt pour cet art avec ardeur. Les jeunes amateurs de la littérature ont eu l'opportunité de s'informer des différentes structures poétiques et des méthodologies d'écriture via cet échange enrichissant qui s'est déroulé dans la plus agréable des atmosphères. On a participé et c'était vraiment agréable. On a posé des questions, ils nous ont répondu et j'ai vraiment aimé. Je suis venue ici pour participer au thème de livre, le salon du livre de Djibouti. Il y avait des écrivains et des directrices et tout ça. On a répondu de quelques questions intéressantes sur le thème des poésies et c'était une journée extraordinaire. Pour les actualités internationales mentionnées dans le titre, au Kenya, l'enseignement de l'informatique aux jeunes enfants prend progressivement une place importante. Dans le pays, on passe de devenir l'un des leaders africains de la technologie, une initiative qui enseigne le codage et le concept de la robotique aux enfants. Code with Kids a vu le jour. Ce programme mis en place en 2015 par une développeuse informatique a doté près de 2000 enfants de compétences technologiques depuis sa création. Certains élèves ont déjà réussi à créer leur propre site web et d'autres projets innovants grâce à l'aide d'éducateurs passionnés qui proposent des sessions et des ateliers pratiques qui inspirent la créativité, la collaboration et la résolution des problèmes. C'est la fin de ce journal de 15h, mesdames et messieurs. Merci à vous de l'avoir suivi et restez avec nous pour la suite des programmes sur Télé Djibouti.